Et il faut reconnaître que le CNRD, au départ, comme on l'a dit, avait suscité beaucoup d'engouement. Et nous avions effectivement cru à tout le discours qui avait été prononcé en faveur du fait qu'on voulait en finir avec les anciennes méthodes, les poursuites extrajudiciaires, les emprisonnements sur des motifs vraiment fallacieux. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que vraiment rien n'a changé sur ce plan. Présentement, moi, le seul point que je trouve, disons, à l'avantage du CNRD pour le moment a été la création de ce qu'ils ont appelé la CRIEF. La CRIEF a été créée, mais malheureusement, la source, ce n'est pas du CNRD, parce que dans un de nos pays frontaliers, là, il y a une institution qu'on appelle le CRIET, contre le terrorisme. La même chose, mais pour terrorisme à la fin au lieu de F. Ça a été quand même quelque chose de salutaire. Malheureusement, nous pensons, et moi je pense qu'il y a eu des efforts de ciblage. Parce que quand on veut interpeller les gens, tous ceux qui ont géré, on l'a toujours dit, quand vous êtes dans la transparence, quand vous gérez, vous êtes justiciable. Mais quand vous êtes poursuivi, là, vous êtes soupçonné d'avoir commis justement des détournements, vous bénéficiez quand même de la présomption de l'innocence. On ne peut pas simplement vous prendre et vous mettre la main dessus sur la base de simples allégations. Il faut que le processus aille en justice et qu'une cour, effectivement, vous condamne. Quand vous êtes condamné dans ces conditions-là, maintenant on peut parler de quelque chose que vous avez fait. Le CNRD, bref, nous pensons, et moi je pense que le CNRD est toujours en train de chercher à expliquer, sinon 13 mois après, 14-15 mois après, on ne devrait pas être en train de parler de cadre de dialogue. Ça veut dire que rien effectivement n'a été fait dans ce sens. Or, la transition, elle commence par ça. C'est toujours des références. Le CNDD, quand il a pris le pouvoir, ils avaient dans la foulée lancé justement, donné la date à laquelle ils allaient procéder à des élections. Dans la foulée, on connaissait ceux qui étaient du CNDD, la structure qui existait. Mais au niveau du CNRD, le flou il est opaque. Il n'y a pas de lisibilité. N'ayons pas peur de dire la vérité. Il n'y a pas de lisibilité. On ne sait pas réellement, en dehors de Doumbouya, qui fait quoi au niveau du CNRD. On ne connaît même pas les membres du CNRD. Moi, je ne les connais pas. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il n'y a vraiment rien, à mon avis, à se réjouir, disons, à propos de la présence du CNRD, sinon qu'ils sont toujours en train de chercher à se maintenir au pouvoir. C'est ça l'observation qui a été faite, et je crois que tous les signaux sont en train de montrer effectivement qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. D'accord, Monsieur le Président. L'année qui s'achève également, nous avons vu plusieurs actions de la junte à travers les sociétés minières. Vous êtes un des grands connaisseurs de ce secteur. Dites-nous quel a été votre regard et qu'est-ce qui pouvait être mieux fait? Bon, comme on l'a dit, ce qui manque justement à la gestion des mines en Guinée, c'est le fait qu'on n'a pas mis l'accent, une sorte d'intégration à la verticale qui puisse augmenter ce qu'on appelle produire la valeur ajoutée. Ça n'existe pas. L'existence justement des contrats qui favorisent simplement l'exportation de la bauxite à grande échelle n'est pas à l'avantage de la Guinée. Parce que ce sont des tonnes et des tonnes qu'on est en train d'exporter, d'abord qui nous privent justement de la possibilité de pouvoir créer des emplois pour les jeunes que l'on forme dans nos universités. Si on installait par exemple comment on appelle ça, les usines de transformation, surtout la bauxite, aller au moins au stade de transformation où vous partez à l'alumine. Ça crée cette valeur ajoutée et ça vous permet de résorber d'une façon significative effectivement le taux de chômage. Mais on ne le fait pas. On aurait mieux fait de mettre l'accent justement sur la transformation locale, la transformation sur place de la bauxite,
que de favoriser simplement le transport ou bien l'exportation de la bauxite brute. Nous ne sommes pas les seuls producteurs de bauxite, mais si les autres effectivement prennent le temps et l'occasion de transformer leur bauxite chez eux en alumine, il y a déjà une sorte, comme je dis, vous prenez simplement au niveau de la bourse, une tonne de bauxite, à tout casser 40% d'alumine, ça va peut-être vous faire 15 dollars. Si vous avez une tonne d'alumine, par contre, qui nécessite 2 tonnes de bauxite, ça va vous faire jusqu'à 400-500 dollars, comment on appelle la tonne. Vous voyez déjà comment est-ce que vous avez augmenté la valeur. Et si vous pouvez aller au stade de l'aluminium, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Mais nous, pour le moment, puisqu'il y avait des problèmes d'énergie, on s'est dit qu'on pouvait s'arrêter simplement au niveau de l'alumine en attendant, et que ça pourrait nous permettre d'avoir beaucoup de revenus, ça pourrait renflouer effectivement les caisses de l'État. Alors, nous pensons qu'à l'heure actuelle, au lieu de mettre l'accent simplement ou d'encourager ceux qui exportent la bauxite, on devait les mettre en demeure, non seulement de suivre effectivement le contrat ou le protocole d'accord qui a été signé, mais de faire en sorte qu'ils aient un temps d'intégration. On sait qu'ils ont investi beaucoup d'argent. Il faut avoir des poches profondes pour effectivement s'engager dans les mines. Mais il faut que vous ayez un certain temps pour au moins que l'on puisse aller à cette phase de transformation, afin que la finalité, c'est quoi? C'est pour que les retombées soient distribuées au niveau de la population. Ouais, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons entendu un moment que le chef de la junte avait lui-même fixé le prix de nos ressources de sous-sol. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas des spécialistes? Est-ce que c'est possible qu'un pays fixe le prix de... C'est justement l'une des erreurs. Le marché minier n'est pas régulé par... quand vous êtes dans une sorte de consortium, comme l'OPEP le faisait pour le pétrole, vous pouvez vous entendre peut-être, mais il n'arrive pas, ce n'est pas à nous de fixer ce prix. Ce prix dépend effectivement du marché international. À la bourse, le prix est fixé par l'offre et la demande. C'est ça. On ne peut pas donc venir unilatéralement dire qu'il faut que vous achetiez à ceci. Il y a des contrats que les gens signent, et partout où il y a même des transformations, il y a un document qu'on appelle Net Smelter Return. C'est-à-dire, c'est le retour sur investissement à partir des installations sidérurgiques. Le prix à fixer là-bas va dépendre de la qualité que vous envoyez, des impuretés qui se trouvent justement dans votre produit, le coût de transport et tout ça, et de la compétition. Après tout, quand vous voulez vendre, même si c'est au marché régulier, il faut bien que quelqu'un accepte de payer ce que vous avez. Donc, c'est votre accord, ce qu'il accepte de payer et ce que vous acceptez de recevoir en contrepartie qui détermine effectivement ce prix-là. Voilà. Donc, vouloir fixer, ça peut conduire à quoi? Quelles pourraient être les conséquences? Mais justement, quand vous fixez, c'est comme au marché, vous n'êtes pas le seul producteur. Si vous fixez votre prix, et il y a d'autres, n'oubliez pas, la Russie produit de la bauxite. Les Chinois ont de la bauxite. En Afrique, il y a d'autres pays qui ont la bauxite. L'Australie a de la bauxite. L'Inde a de la bauxite. Alors, si vous voulez fixer votre prix, et en fonction des impuretés qu'il peut y avoir là-dedans, les gens peuvent se tourner vers d'autres sources. Donc, on ne peut pas dire qu'on va imposer un prix. Le prix s'impose en fonction de la qualité du produit que vous avez. Voilà, pour clôturer le sujet sur les mines, on a vu récemment le ministre des Mines qui a interpellé les gestionnaires des carrières. Est-ce que vous avez une idée dessus? Parce que là, il disait qu'il y a de l'anarchie et les conséquences sont très énormes sur la population. Bon, vous savez, l'anarchie n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'étais au bureau d'études techniques ici du ministère des Mines et de la Géologie avant que je ne parte aux États-Unis. En ce moment, il s'agissait justement de l'exploitation anarchique du diamant. Alors que nous sommes allés à Banankoro avec une délégation du ministère des Mines, on s'est rendu compte effectivement que les gens creusaient jusque dans la ville de Kerouané. C'est pourquoi, pour inclure effectivement
la population locale dans la mise en valeur de nos ressources minières, nous avons fait appel effectivement à la création d'une structure. C'est mon collègue Mamadou Doumbouya et moi qui avions mis sur pied un service qu'on appelait le Service national d'exploitation du diamant. Mais là, il faut que les zones soient effectivement prospectées, délimitées, afin que l'on puisse ranger les compagnies minières qui sont là intéressées à l'exploitation industrielle et les séparer complètement de l'exploitation artisanale. Puisque cette exploitation artisanale, c'est ce qui conduit justement à l'anarchie que nous avons. Ce n'est pas contrôlé. Mais pour le faire, il faut avoir le contrôle sur les zones. En Guinée... Récemment, la junte a décidé de débarquer les militaires. Est-ce que c'est la solution? Oui, mais le problème avec les militaires, quand vous avez à la base des gens qui se cherchent, on avait envoyé des militaires à Banancourt dans le temps. Mais ces militaires que vous envoyez sont les premiers justement à s'aligner avec ce qu'on appelle les masters à l'époque pour aller faire l'exploitation clandestine. Vous avez même vu au niveau de certains préfets dans Sigiri. Ce sont les autorités là qui favorisent cette exploitation clandestine. Donc l'anarchie provient de là. Nous pensons qu'il faut d'abord avoir, comment je peux dire ça, la discipline de faire un levé topographique décent au niveau de tout le pays pour permettre la délimitation des zones. Mais il y en a qui viennent justement pour aller, ils vont dans un coin, ils ont trouvé des indices et on trouve qu'il faut leur donner un périmètre autour de ça. On ne sait pas ce qui se passe dans les environs et autour d'eux. Moi, je crois qu'il faut que ce soit beaucoup plus cadré et qu'il y ait un suivi, disons, sur le plan de la prospection, géologique. C'est ça. Bon, nous avions dit que la déclaration de politique générale du PM parlait même comment on appelle, s'articulait autour d'un programme qui s'étalait sur plus de 3 ans. Alors que nous étions dans la logique de pouvoir parler d'un cadre qui s'est limité à 24 mois. C'était déjà une sorte de discorde à ce niveau. Nous avions dit, d'abord, en termes de politique générale, un gouvernement de transition, en fait, ne devrait pas s'occuper de ça. Parce que quand vous voulez faire des projets qui vont s'étaler sur 3, 4, 5 ans, en ce moment, on n'est plus en train de parler d'une transition, c'est ça la vérité. Nous avions pensé qu'ils auraient dû effectivement se concentrer sur les dispositions à prendre pour qu'il y ait un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Un gouvernement qui est installé, qui est élu et dont les représentants sont là, peuvent peut-être se permettre justement de faire des projets à long terme. Parce qu'ils ont effectivement l'onction du peuple, ils sont élus. Ceux-là ne sont pas élus, qu'on dise quoi que ce soit, ils ne sont pas élus, donc ils ne représentent pas en fait ce qu'il faut. Même le CNT qui est en train de jouer le rôle de parlement, ils peuvent jouer ce rôle-là jusqu'à un certain niveau. Eux-mêmes, ils sont dans la légitimité comme tout le monde. Nous sommes dans un régime d'exception. Donc, si l'on doit faire en sorte que, comment on appelle, le Premier ministre fasse un discours, il a fait un discours de politique générale, nous on a pensé qu'il est allé au-delà parce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas dû effectivement, auxquels on n'aurait pas dû faire allusion effectivement dans ce programme de politique générale. Et on ne devrait même pas le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que Béabogui n'avait pas fait ça. Lui-même, il a trouvé que la politique générale, en fait, c'est un gouvernement élu qui pouvait être mis en demeure de présenter comment on appelle un discours de politique générale. C'est ça. Dans un magasin. Et normalement, ce projet devait être discuté, même au niveau du CNT, pour qu'on sache, on a besoin d'acheter un avion, donc on fait une sorte, comment on appelle ça, d'appel d'offres, pour que ceux qui peuvent vous fournir ça, vous viennent les fournir. Vous faites les spécifications qu'il faut. Nous avons besoin d'un avion de telle capacité, de telle envergure et tout ça. On a besoin donc de fournisseurs. On vous fournit justement cette gamme d'avions ou de produits dans lesquels vous allez effectivement choisir ce qui semble être le plus approprié pour vos conditions. Mais ça n'a pas été fait comme ça.
On a vu seulement un avion qui est venu ici estampillé dans du rouge, jaune, vert, et puis écrit dessus République de Guinée. L'avion vient de qui? On ne sait pas. Les rumeurs disent que l'avion vient d'un monsieur qui veut investir dans les mines. Ça, c'est déjà un problème très sérieux parce que si vous devez prendre un avion avec quelqu'un qui veut investir chez vous, ça veut dire que parallèlement, vous êtes en train de leur offrir justement des avantages. Parce que s'ils ont déjà avec vous des éléments qui peuvent leur permettre de s'imposer à vous d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que vous commencez les négociations comme des perdants. Or, nous pensons que l'avion, s'il devait venir, on aurait dû prendre les mesures pour être beaucoup plus regardant. Nous sommes aussi dans un contexte budgétaire qui est très, très, très limité. Vous savez, il y a des services ici où les gens n'ont pas été payés pendant beaucoup de mois. Il semblerait que les enseignants, ça fait plus de 3 mois, ils ne sont pas payés. Les anciens contractuels. Voilà, les contractuels. Or, c'est des gens aussi qui participent effectivement à comment on appelle, un apport en termes de développement économique ou développement culturel, développement social et dans le cadre de l'éducation. Si ceux-là ne sont pas satisfaits, on trouve qu'il faut plutôt trouver de l'argent pour faire face à un certain nombre de choses qui ne sont pas franchement essentielles. Nous pensons qu'on n'est pas en train de... il n'y a pas de mesure d'austérité. Vous voulez apporter une sorte de discipline dans la gestion des ressources financières. La première des choses d'abord à faire, comme on l'a dit dès le départ, c'est de montrer, c'est l'exemplarité qui manque. Le CNRD avait dit effectivement qu'il venait mettre fin justement à des pratiques de corruption et tout ça. Mais comment est-ce que vous allez faire ça si vous opérez dans l'opacité? Nous ne savons pas ce que les membres du CNRD ont à leur arrivée. On ne connaît donc pas leur impact dans la gestion des ressources qu'ils ont. Comment est-ce qu'on peut imposer ça à d'autres? Personne ne sait ce que les gens ont. Et dans ces conditions-là, moi je crois que nous sommes en train de tourner en rond. Si vous dites que c'est les bus, on l'a tous entendu, les bus devaient transporter. Vous ne pouvez pas revenir dire non, on ne prend pas les bus, maintenant chacun va avoir un véhicule. Ça veut dire que la transition elle-même, elle est en train de prendre franchement une envergure qu'il ne faut pas. Or, une transition, plus elle dure, plus elle invite d'autres transitions. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Moi, je pense que nous avons dit d'ailleurs le CNT, la façon par laquelle il a été mis en place, ne répond vraiment pas à des critères objectifs. Parce qu'on a choisi des gens pour les mettre dans le CNT. Et même la direction du CNT, elle a été, disons, nommée. Et même sous Dadis, le CNDD, la directrice, la patronne du CNT à l'époque, c'était Rabiatou. Elle avait été élue au moins. Elle avait été élue par ses pairs. Alors pourquoi imposer des gens s'il n'y a pas d'autre arrière-calcul? C'est tout ça là qui rentre justement dans ce cadre de cette nébuleuse que nous voyons. Et franchement, qui devait nous amener à réfléchir sur ce qui va se passer après la transition. Parce qu'on est en train de mettre à sac le pays. Non seulement on brade les ressources minières, mais on est en train de mettre à sac, franchement, les maigres ressources qui existaient, même au niveau de la Banque centrale. Ça n'existe pas. Donc là, ce que je sais, c'est que la CEDEAO, on l'a toujours dit, est en train de jouer sa crédibilité. Mais revenons d'abord à comment on appelle la première question que vous avez posée là, sur l'âge. Nous pensons, et moi je pense, les exemples fusent. L'âge dans les questions politiques, dans les questions électorales, pour moi, ce n'est pas... comment on appelle ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Parce que quand on dit qu'il faut avoir 35 ans pour être candidat, d'accord, ça veut dire qu'avant 35 ans, on ne peut pas participer aux activités politiques. Or, il faut être électeur pour être élu, éligible. La même chose à 70 ans. Ça veut dire que ceux qui sont en dehors de 70 ans aussi n'ont pas le droit d'appartenir ou de manifester ou pas de manifester
de participer à la vie politique. Or, ce n'est pas le cas. La sagesse et la pertinence des idées, c'est ce qui doit effectivement guider tout le monde. Et c'est le peuple qui doit choisir. Quand Macron se faisait élire en France, il n'a pas dit d'exclure les vieux. C'est la pertinence de ses idées ou de son projet de société qui a fait appel à la population. Joe Biden aux États-Unis, près de 80 ans maintenant, quand on l'élisait, il n'a pas dit on va éliminer tous les jeunes. C'est la pertinence effectivement de son projet qu'il a effectivement vendu à la population, c'est ce qui lui a permis d'être élu. Donc on ne veut pas créer des frustrés, parce que vous allez éliminer des gens qui sont suivis par d'autres personnes. Or nous allons créer justement cet environnement d'instabilité qui va faire en sorte qu'il y aura peut-être des mouvements, qu'on le veuille ou pas. Or, on ne peut pas développer un pays dans le chaos. C'est ce qu'il faut éviter. Concernant maintenant, comment on appelle ça, vous avez parlé, c'était la deuxième question, on parlait de quoi même d'ailleurs? La CEDEAO. La CEDEAO. La CEDEAO, au départ, lorsque nous avions effectivement proposé une rencontre ou un dialogue, nous avons demandé ce dialogue inclusif, à l'issue duquel justement la junte est venue proposer un calendrier, un chronogramme qui débouchait sur 39 mois. La CEDEAO avait, même sans nous, dire que c'était un délai inacceptable. Ça, c'est documenté. Alors, ils ne peuvent pas venir et ne pas justement prendre la défense de cette position. C'est pourquoi je dis quelque part, la CEDEAO est en train de jouer sa crédibilité. Et je pense qu'ils ont pris la mesure de la chose et ils se sont rendus compte, à l'issue justement de l'Assemblée, la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où on avait décidé des sanctions progressives contre la Guinée, et ils avaient décidé effectivement de se rencontrer en décembre. Et en décembre, ils se sont dit que tous les efforts de dialogue, disons, supposé dialogue, n'étaient pas en fait des dialogues. On leur a demandé de reprendre. Même leur rencontre le 4 décembre, ils avaient effectivement dit qu'il fallait créer un cadre de dialogue inclusif. Ça veut dire les efforts qui étaient entrepris au niveau de la junte, ce n'est pas les efforts qu'il fallait, ce n'est pas le cadre qu'il fallait, sinon il ne l'aurait jamais dit. Donc nous pensons que quelque part, la junte va prendre en fait la véritable mesure et arrêter de faire tourner les gens en rond, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Nous allons, à un moment donné ou un autre, être obligés carrément de reprendre le dialogue tel que ça a été recommandé. Parce que si c'était correct, la CEDEAO ne se serait jamais impliquée pour dire créer ce cadre. Nous pensons que c'est des ressources qu'on est en train de dilapider pour rien. Est-ce que l'apparition de vos collègues, notamment Cellou Dalein Diallo et Si, sont des espoirs pour vous? Est-ce que c'est des espoirs pour vous? Oh, si leur apparition... Oui, auprès du président... Écoutez, justement, c'est pourquoi nous parlons de simulacre. Si vous voyez dans un cadre de dialogue, ce qui est important, c'est le poids électoral des coalitions. Il faut pas que... Nous sommes en politique. Le poids électoral. S'il y a 2, 3, 4 coalitions qui peuvent réclamer justement plus de 80-90% de l'électorat, de la population électorale, c'est une frange en fait qui est très importante dont qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est ça la réalité. Pourquoi les gens sont allés vers Embalo? C'est d'abord à l'issue des essais ou du simulacre de, comment on appelle, ils se sont rendus compte que tout le monde n'était pas autour de la table. Et c'est pour ça que même le médiateur, Yahi Boni, était venu, il avait demandé, on m'avait dit que tout le monde serait autour de la table, mais pourquoi tout le monde n'est pas là? En tant que chef de l'État, chef de décision de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Embalo a voulu lui aussi savoir les raisons pour lesquelles tout le monde n'était pas autour de la table. C'est ainsi qu'il a commencé par ceux qui étaient absents. 3 ou 4 coalitions.
qui sont allés, ils ont pris, lui il a pris cette température-là, il devait continuer à, disons, à s'adresser aux autres pour voir dans quelle mesure il peut y avoir un compromis. Parce que si le dialogue n'est pas inclusif, il n'est pas fait, ça veut dire qu'on aura perdu le temps pour rien. Donc on n'aura pas résolu le problème et il sera encore entier. C'est dans ce cadre-là qu'il est en train, lui, de prendre les dispositions pour ça. Mais beaucoup de gens ont trouvé en ça quand même une sorte de, comment on appelle, des efforts pour pouvoir effectivement saboter ce que le CNRD est en train de faire. Malheureusement, le CNRD n'agit que lorsqu'il y a des mesures ou des sanctions qui sont pendantes. Quand on dit que la CEDEAO va se réunir pour prendre des sanctions, en ce moment, on s'active pour dire qu'on va faire ceci, on va faire cela. Et ça n'inspire pas confiance. Donc c'est une sorte de réaction pour pouvoir calmer les ardeurs et dire, montrer que nous sommes en train de faire quelque chose à l'interne. En réalité, rien n'est en train de se faire. Et là, il faut encore peut-être avoir à l'idée qu'on ne connaît pas les arrière-calculs au niveau de la junte. Avant, on nous faisait comprendre que voilà, ils ont peut-être un candidat. Qui sait si ce candidat n'est pas, qu'on appelle au niveau de la junte elle-même. Nous ne le connaissons pas. Parce que nous ne connaissons pas effectivement leurs orientations. Et nous avons appris que le modèle de Tchad, c'est un modèle qu'ils sont en train comment on appelle, de consulter. Qui ferait en sorte que le chef de la junte, effectivement, soit un candidat. À défaut de pouvoir pousser un candidat, le chef de la junte lui-même peut être candidat. Et si ça se faisait, je crois que le pays serait encore, on retournerait complètement en arrière. Nous pensons que ça ne va pas arriver. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.